Une question alors là qui revient, et d'ailleurs j'ai commencé à l'amorcer tout à l'heure, c'est peut-on utiliser le CPF? Donc le CPF qui est le compte personnel de formation. Donc le compte personnel de formation, est-ce que justement on peut l'utiliser? Comment ça se passe si on doit l'utiliser? Alors c'est pareil, ce n'est pas une obligation. Certaines formations, celles dont je parlais notamment, qui sont déjà financées, ne nécessitent pas de faire appel à son CPF. Par contre, effectivement, dans certains cas, si la formation n'est pas préalablement financée et qu'on tient absolument à faire cette formation, on va pouvoir demander des financements complémentaires. Mais dans ce cas-là, si elle n'est pas déjà financée au départ, on prendra déjà votre CPF. C'est-à-dire que le point de départ, on prend le CPF et si ça ne couvre pas la totalité des frais de la formation, les frais pédagogiques, on trouvera d'autres moyens de compléter le financement. On essaye au maximum, je ne vais pas dire que c'est tout le temps le cas, mais on essaye au maximum que la formation, les coûts pédagogiques vous reviennent à zéro au niveau des personnes, c'est-à-dire que vous ayez un reste à charge qui est à zéro. Donc effectivement, CPF, et si le CPF n'est pas suffisant, tout dépend de la formation que vous voulez suivre, on essaiera de trouver d'autres financements. Ouais. Donc ça, c'est peut-être un point important, c'est-à-dire que quand on vient au Greta, vous essayez toujours pour vous arranger qu'on n'ait pas de frais, en tout cas, directs de cette formation-là. J'ajouterais aussi qu'il faut vérifier que la formation qu'on veut faire est éligible au CPF. Parce que toutes les formations, alors la plupart des formations certifiantes, diplômantes que nous on fait le sont systématiquement, mais si on est sur des formations un petit peu plus spécialisées, par exemple, il faut vraiment prendre le temps d'aller sur le compte personnel de formation, on en a tous un, hein, il suffit de se connecter et d'aller voir si la formation qu'on souhaiterait faire existe et est prise en charge par le CPF. Une question également qui nous a été posée, c'est est-ce que je peux rester dans l'entreprise et faire ma reconversion professionnelle? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les deux sont compatibles? Oui. Il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une transition professionnelle. D'ailleurs, il y a un nouveau dispositif, toujours issu de la loi sur le choix de son avenir professionnel de 2018, qui s'appelle Transition Pro, qui effectivement est un dispositif financé aussi par l'État, qui permet de garantir une reconversion sans lâcher son précédent travail dans un premier temps et de le faire dans les bonnes conditions par rapport à l'accompagnement. Donc effectivement, il y a aussi des conseillers en transition professionnelle qui vont pouvoir mobiliser ce dispositif. Donc on reste dans l'entreprise et puis petit à petit, on est accompagné. En revanche, ce sont des dispositifs qui vont nécessiter l'accord de l'entreprise de départ. Après, ça peut être pas forcément négatif dans l'entreprise, puisque ça peut être une autre compétence ou un autre poste dans l'entreprise aussi en interne. Ça peut être les deux. Ça peut être soit de l'évolution professionnelle ou de la transition, de la reconversion professionnelle. Donc dans tous les cas, oui, effectivement, ce n'est pas forcément négatif. On a parlé du Greta. Comment on s'inscrit au Greta? Et où on va aussi pour s'inscrire au Greta? Alors pour s'inscrire au Greta, ou en tout cas pour être identifié par le Greta, il faut les contacter par téléphone. On appelle le Greta, son Greta de proximité. Donc en l'occurrence, le Greta Lorraine Nord, il se situe à Metz. On appelle le Greta et puis on est mis en relation avec le conseiller en formation professionnelle. Donc si effectivement on est sur le domaine du bâtiment, aujourd'hui vous appelez le Greta, ma collègue me demandera de vous recontacter pour qu'on fasse un point de situation. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et après, comme je l'ai déjà dit précédemment, l'accompagnement se met en place ou en tout cas on vous donne les informations au fur et à mesure. Alors, on a également eu une question, c'est où vais-je étudier si je suis au Greta? Alors, ça va dépendre de la formation que vous allez vouloir suivre. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez suivre votre parcours de formation la plupart du temps dans un lycée
et dans des dispositifs qui vont être souvent l'intégration dans une classe déjà existante. Donc le principe effectivement des formations Greta, c'est de se poser sur l'éducation nationale. Donc ici au lycée du bâtiment, on a des classes qui préparent en scolaire des CAP, des bacs pro au niveau scolaire. Et donc nous, on va venir demander s'il y a des places disponibles et on vous intégrera sur ces classes-là. Alors effectivement, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle, intégré dans une classe scolaire. Donc voilà, il faut qu'on trouve les bons, qu'on trouve un petit peu sa place. Mais effectivement, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les établissements du Greta. Comme c'est l'éducation nationale, il y en a un petit peu partout sur tout le territoire. Donc effectivement, vous serez bien souvent intégré dans un lycée. Voilà, et là, je reviens en tant que prof, donc j'avais déjà un peu spoilé la question tout à l'heure. C'est vrai que c'est très intéressant en tout cas d'avoir vos profils, puisqu'ils amènent une autre vision à la classe et ils permettent également d'avoir un autre relationnel avec le professeur. C'est vrai que on n'en a pas parlé, mais du coup, sur les règles de vie, on va revenir sur des règles de vie de lycéens, puisque vous êtes intégré dans une classe. Alors parfois, sur une ou deux classes, ça dépend du niveau de la classe, mais du coup, il y aura un rythme régulier à avoir et avec une présence obligatoire au cours et à l'atelier, forcément, dans la même occasion. On a eu une question que j'ai encore spoilée tout à l'heure, les tendances de la profession en recrutement. Alors peut-être, Corinne, du coup, tu peux nous dire maintenant ton point de vue, parce que j'avais déjà donné le mien. Je vais juste confirmer ce que tu as dit précédemment. Effectivement, on a en tout cas sur les métiers du bâtiment de façon assez large, on a effectivement énormément de demandes. On n'a aujourd'hui pas de difficulté, comme ça a pu être le cas dans le passé, de trouver des stages, puisque les formations sont basées sur des stages. Et on a aussi une demande assez importante, on n'en a pas parlé encore, mais on en parlera peut-être rapidement aussi, sur l'alternance, qui est aussi une façon de se former, donc contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui sont prêtes à prendre des personnes sur des contrats de professionnalisation, puisque c'est plutôt ce qui s'adresse aux adultes, et donc qui recherchent des personnels pour les avoir ne serait-ce que la moitié du temps. Donc là, c'est gagnant-gagnant, puisque la moitié du temps, je suis sur le terrain et la moitié du temps, je suis en formation. Donc pour répondre à la question de l'attention sur les métiers du bâtiment, effectivement, quel que soit le domaine, aujourd'hui, il y a vraiment une forte demande. Donc c'est peut-être effectivement pour ceux qui auraient des envies comme ça de reconversion professionnelle, c'est peut-être effectivement le bon moment de se poser la question. On nous a également posé les questions sur l'âge. Est-ce qu'il y a un âge requis ou... Pas d'âge limite. La formation, c'est tout au long de la vie. Donc, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, on a le droit, effectivement, on a des droits à la formation. Donc, il n'y a pas d'âge. Après, ce sont les modalités de la formation et les dispositifs qu'on va mobiliser qui peuvent effectivement être différents. Donc, pour un contrat d'apprentissage, j'en parlais tout à l'heure, notamment sur l'alternance. Pour un contrat d'apprentissage, on est effectivement sur une limite de 30 ans. C'est-à-dire qu'après 30 ans, on ne peut plus, sauf cas exceptionnel, faire de contrat d'apprentissage. Par contre, prend le relais, le contrat de professionnalisation, qui lui, du coup, est ouvert, quel que soit l'âge de la personne. Là, on commence à apercevoir quelque chose. Lycée pro, CFA, quelle est la différence, dans quel cas on va aller dans un ou l'autre, ou peut-être qu'on peut aller dans les deux? Alors, historiquement, les CFA ou maintenant les UFA, en fait, étaient effectivement les organismes de l'éducation nationale qui étaient effectivement garants ou en tout cas spécialisés dans l'apprentissage, dans l'alternance et dans l'apprentissage notamment. Et toujours avec cette loi dont j'ai déjà parlé, donc voilà, cette loi de septembre 2018, tous les organismes de formation et les lycées ont la possibilité de pouvoir accompagner des personnes sur de l'alternance. Avant, effectivement, je voulais faire une formation en alternance, apprentissage contrat pro, c'était forcément le CFA. Maintenant, effectivement, je peux faire un contrat d'apprentissage
en lycée. C'est le cas ici au lycée du bâtiment. On a un certain nombre de personnes qui sont en contrat d'apprentissage, qui ont peut-être commencé leur année scolaire sur une modalité scolaire, justement. En septembre, ils étaient élèves. Et puis, au cours des premiers mois, pour continuer leur formation, ils ont eu des propositions où ils sont allés chercher des propositions d'emploi et des employeurs ont accepté qu'ils fassent un contrat d'apprentissage. Donc, dans ces cas-là, on peut changer, on a juste changé la modalité. Ils sont dans les mêmes classes, ils suivent les mêmes cours, mais maintenant, ils sont salariés en apprentissage. Alors là, c'est plus une question où je vais répondre. Donc, quelles sont les compétences à avoir pour être un bon menuisier ? Déjà, il faut avoir le sens des responsabilités. Je pense qu'il faut vraiment insister. Le menuisier, c'est quand même un métier plutôt de finition. Donc, si vous êtes un gros bourrin, je ne suis pas sûr que ça soit votre métier idéal. En tout cas, peut-être si vous aimez le bois, allez peut-être plus sur un bûcheron. Puisque le menuisier, il faut quand même une bonne dextérité et il faut quand même avoir justement cette philosophie de bien finir son travail. Une condition physique, mais ça, bon, il y a beaucoup de métiers où c'est le cas quand même. Vous pouvez, si vous créez une entreprise, il faut avoir de la créativité, de la logique, de la réflexion, ça c'est pour tout le monde, et on va dire une bonne dose de débrouillardise, surtout si vous êtes en pause, puisqu'en pause, on n'a pas toujours ce qu'il faut, et c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter. Un sens relationnel, c'est pareil, c'est pour les poseurs, parce que vous êtes amené à voir le client, et après, si vous êtes à l'atelier, on va dire c'est plus avec vos collègues que vous aurez à faire. Mais bon, c'est une liste non exhaustive. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre derrière. Simplement, si déjà dans ce que j'ai dit, ça ne vous correspond pas du tout, essayez peut-être de bien réfléchir au métier que vous voulez faire. On a une question, la formation continue, c'est quoi ? La formation continue, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a parlé des élèves aussi. Quand on est lycéen, on est en formation initiale. Dès qu'on n'est plus lycéen, qu'on s'arrête, qu'on travaille ou qu'on s'arrête et qu'on perd le fil de sa scolarité, quand on reprend une formation, on est dans la formation continue. La formation continue, c'est ce qui est après la formation initiale purement scolaire, tout simplement. Peut-être les diplômes qu'on peut envisager ? En formation continue ? Ouais, en formation continue. Eh ben, tous les diplômes, tous les niveaux de diplômes sont envisageables. Alors effectivement, sur le bâtiment, on est plus sur des niveaux CAP ou Bac Pro, mais rien n'empêche ensuite de pouvoir poursuivre, toujours en formation continue, sur des niveaux BTS, voire ensuite envisager une filière plus longue et de monter les échelons ingénieurs ou autres. Il n'y a pas de limite à ce qu'on est en capacité de proposer. Au niveau, à nouveau, ça va dépendre, l'établissement vers lequel vous serez dirigé va dépendre de votre projet professionnel, tout simplement. Et peut-être aussi du niveau de compétence d'où part la personne. C'est ça. En fonction de, vous ne pourrez pas prétendre à être ingénieur si vous n'avez pas le CAP, par exemple, s'il n'y a pas de diplôme derrière, en tout cas. Mais après, rien n'empêche quelqu'un qui n'aurait aucun niveau, aucun diplôme sur une matière, menuisier, de commencer aujourd'hui et de se dire que d'ici quelques années, on serait sur des niveaux supérieurs. Justement, ça tombe bien qu'on vienne là-dessus, puisqu'on nous a posé une question, et je pense que je vais répondre là, c'est l'évolution possible du menuisier. Il faut savoir que déjà le menuisier, avant de commencer à monter, il faut quand même qu'il ait un peu d'expérience en général. On parle de 3 à 5 ans à peu près. Avant de pouvoir avoir des responsabilités, je pense celui qui me vient en premier, ça va être le chef d'équipe ou le contremaître. Après on a s'installer à son compte, ça c'est sûr, mais c'est pareil, celui-là, avant de s'installer à son compte, c'est important quand même d'avoir une bonne expérience du métier, puisque sinon ça va être très compliqué quand même d'avoir tous les éléments de réponse. Après, on peut très bien se spécialiser sans forcément monter, mais je pense à l'agencement de cuisine, salle de bain. Pour ceux qui habitent proche des côtes, alors peut-être Nice et puis Bretagne essentiellement, bon après vous pouvez trouver ailleurs, mais les bateaux aussi, l'aménagement de bateaux de luxe, je sais que ça se fait beaucoup, il y a une forte valeur ajoutée, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais après c'est très spécifique et les lieux de formation sont aussi spécifiques. Et après, il y a tout ce qui est pose de plafond, d'isolation acoustique et de parquet.
fabrication, montage de cuisine, de décors, etc. Bon, tout ça, ça fait partie, on va dire, des sous-métiers du fameux menuisier, on va dire. Donc c'est une spécialisation, ce n'est pas forcément une montée en diplôme, mais vous pouvez vous spécialiser là-dedans et c'est une évolution possible du métier. Également, je ne sais pas, le menuisier, quand on a marre d'être à l'atelier, peut très bien justement faire une spécialisation pour aller en pause ou se spécialiser par exemple dans les bateaux. Bon, il y a une question qui m'a été posée, le salaire d'un menuisier. Ça va être compliqué à répondre, hein. On a longtemps débattu entre nous pour savoir comment on allait répondre. Bon, en fait, ça va être tellement varié. On peut dire quand même qu'en début, on va être de l'ordre de peut-être 1 500 à 1 800 euros bruts par mois. Voilà, mais après, ça va tellement dépendre de beaucoup de facteurs. Si vous êtes dans l'atelier, si vous êtes poseur, si vous avez des déplacements, si vous avez peut-être une voiture de fonction pour vous déplacer, etc., etc. Pareil, c'est vrai que si vous débutez votre entreprise, il ne va pas falloir s'attendre à avoir tout de suite des salaires adéquats. Il faut se faire un carnet client, il y a beaucoup de travail avant. Je dirais, comptez pas avoir presque un salaire décent les 3 premières années de la création d'entreprise. C'est quand même compliqué. Donc voilà, donc c'est très complexe. Ça va tellement aussi dépendre de la région et de l'offre qu'il y a dans la région. C'est vrai qu'en ce moment, bon, on va dire que les billes sont plutôt avec les salariés, vu qu'il y a beaucoup de demandes de la part du patronat. Mais si vous êtes en reconversion, ça va être vos premiers métiers, vous n'allez pas pouvoir non plus demander un salaire exorbitant dès la première année de travail. Question pour toi. Peux-tu me donner les avantages d'une reconversion en tant que menuisier? Alors on va peut-être étendre le sujet, peut-être soit dans le bois, soit dans le BTP aussi, on peut. Alors, l'avantage d'une reconversion, effectivement, c'est de pouvoir, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être valoriser quelque chose que vous faites déjà. Pour certains d'entre vous, si vous souhaitez vous reconvertir vers de la menuiserie, c'est probablement que vous avez déjà peut-être fait votre intérieur, etc. Donc, du coup, c'est de pouvoir valoriser ce que vous savez déjà faire. Donc, c'est important, hein, la valorisation de vos compétences. Dans la menuiserie comme dans le bâtiment, j'aurais tendance à dire que, et Clément l'a dit tout à l'heure en parlant de la rémunération, c'est que c'est divers et varié, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à un certain nombre de métiers possibles. Vous n'allez pas forcément faire tous la même chose, mais avoir accès en fonction de l'entreprise, en fonction de la région aussi, à une diversité effectivement de métiers et de missions variées par rapport à cette reconversion. Alors on a eu une question, c'est vrai qu'on a déjà répondu, on va peut-être juste apporter une précision, la question c'était par où commencer ma reconversion? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le premier pas semble le conseiller en évolution professionnelle qui porte bien son nom. On vous a parlé, alors je vous ai présenté effectivement les Greta, vous avez aussi les Pôle emploi. Moi, le conseil que je donnerais, c'est effectivement de déjà pousser une porte, quelle qu'elle soit. Si c'est le CEP, c'est le CEP. Si c'est le Greta, on saura vous réorienter vers le bon organisme. Donc voilà, si vous avez une volonté de reconversion, le principal, c'est déjà de pousser une porte ou de décrocher un téléphone. Ok, super. Bon, on a fini avec les questions. Maintenant, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo où on va voir un petit peu tous les organismes. Alors, encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais elle a pour but déjà de vous aider à trouver l'organisme qui sera le mieux adapté à vos besoins et à votre projet de reconversion. Parce que vous l'avez vu, en fait, il n'y a pas une solution, il y en a beaucoup. Alors, le premier organisme, c'est Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, on en a déjà peu parlé. Pôle emploi, vous connaissez, pour les plus anciens, vous connaissiez peut-être la NPE, mais Pôle emploi, effectivement, c'est l'organisme qui accompagne les personnes au chômage, donc les demandeurs d'emploi, tout simplement. Ensuite, un deuxième organisme, c'est l'APEC. Alors l'APEC est un organisme secondaire, on va dire ça comme ça, qui va aussi accompagner les personnes, mais c'est spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont un statut cadre. Donc c'est-à-dire un niveau déjà, soit un niveau de formation déjà élevé, ou qui sont cadres de par leur expérience professionnelle. Alors, je ne sais pas si je le prononce mal, je m'excuse d'avance, l'AGFIP et Cap emploi. Cap emploi,
très bien prononcé. Effectivement, ces deux organismes ont un point, un point commun. C'est effectivement que ce sont des organismes qui vont être dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Effectivement, on peut être demandeur d'emploi ou salarié et avoir ce qu'on appelle une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance d'une problématique de santé qui ne va pas nous empêcher de travailler, mais qu'il faudra qu'on puisse prendre en compte dans le cadre de son projet professionnel. Et donc, effectivement, ces deux organismes, alors je vais commencer par Cap Emploi. Cap Emploi, c'est en quelque sorte le pôle emploi des demandeurs d'emploi en situation de handicap. C'est-à-dire que si je suis demandeur d'emploi, je vais être orientée vers Cap Emploi qui va m'accompagner sur mon projet professionnel et ma reconversion ou mon insertion professionnelle, mais en prenant en compte effectivement la problématique de santé et cette situation de handicap. Voilà, donc ça c'est l'organisme de proximité et c'est effectivement donc un organisme qui est financé par l'AGEFIP, qui est en fait la structure qui est au-dessus, qui va chapeauter et qui va gérer les fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc le Cap Emploi, c'est l'organisme à contacter. Avant de contacter, ça veut dire qu'il faut avoir un dossier MDPH, j'imagine? C'est ça. Pour être accompagné par Cap Emploi, il faut effectivement avoir eu une reconnaissance de sa problématique de santé qui est faite par la Maison départementale des personnes handicapées, donc les MDPH. Donc c'est un dossier qui est fait. Alors si on est salarié, ça peut être fait avec le médecin du travail. Si on n'est pas salarié et qu'on a une problématique de santé alors qu'on est déjà à la recherche d'un emploi, c'est un dossier qui peut être fait avec le médecin traitant. Alors, il y a un organisme aussi qu'on entend souvent parler, c'est la CNAM. Alors, la CNAM ou le CNAM, c'est un organisme de formation, en fait, qui va aussi proposer des formations, qui a aussi des places de formation sur certains métiers qui sont déjà financés par l'État et donc auxquels vous pouvez avoir accès. Donc, quand on parle de reconversion professionnelle et quand on se demande où, vous aviez posé la question tout à l'heure de savoir où est-ce que je vais suivre ma formation, peut-être que la formation que vous souhaitez faire, elle n'existera pas dans le réseau Greta parce qu'on n'a pas les capacités, on ne sait pas faire et donc elle peut exister dans d'autres organismes de formation et notamment le CNAM. L'AFPA, ça fonctionne un petit peu pareil ou? Même principe. Le CNAM, l'AFPA, effectivement, c'est les organismes de formation continue qui sont peut-être, et ça ressort effectivement dans les questions, qui sont le plus connus par rapport, parce qu'ils sont présents sur toute la France, mais c'est exactement le même principe, ce sont des organismes de formation. Donc du coup, on arrive sur très logiquement le réseau Greta. Voilà, donc nous aussi, on fait partie effectivement de ces organismes de formation continue. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à la différence qu'on va effectivement s'appuyer sur le réseau Éducation nationale. Alors, il y a peut-être un point qui est important sur le Greta à préciser, je pense, c'est concernant les formations. A priori, elles sont diplômantes. Alors, pas obligatoirement, mais effectivement, étant donné qu'on s'appuie sur le réseau de l'éducation nationale, une grande partie des formations qu'on propose sont des formations qui vont être soit diplômantes, soit certifiantes. C'est-à-dire qu'elles vont correspondre à un référentiel de l'éducation nationale et avoir une reconnaissance qui va être nationale. Je vais peut-être donner un exemple, il y a des formations qui vont être des formations courtes, qui vont être des formations qui vont donner des compétences, mais qui ne vont pas être reconnues par tout le monde. Elles seront reconnues par une branche professionnelle. Ou... Par exemple, sur une formation commande numérique, voilà, on va monter en champ de compétences sur le domaine numérique et des commandes numériques. C'est vrai qu'il n'y a aucune qualification. Il n'y a pas de qualification. Voilà, on n'aura pas de diplôme à la fin, en tout cas sur cette formation-là, par exemple. Voilà, on est sur des formations qui vont donner lieu à des attestations de formation, c'est-à-dire qu'on va venir valider le fait que vous avez suivi cette formation, éventuellement que vous avez atteint un certain niveau, mais ça va s'arrêter là. L'avantage de suivre une formation certifiante ou diplômante, c'est qu'un certificat ou un diplôme, il a une reconnaissance nationale. Et si je passe un CAP en menuiserie, quand je chercherai du travail, que ce soit ici à Metz ou effectivement à Nice pour aller travailler effectivement sur un chantier naval, du coup, la reconnaissance du CAP, l'employeur de Nice saura exactement ce que vous aurez fait à Metz au niveau de la formation puisque ça a été reconnu. C'est vrai, et on parle de national, on peut presque parler d'international. Tout à fait.
sauf le BTS peut-être qui est très peu reconnu dans les autres pays, mais sinon toutes les formations quasiment sont reconnues dans les pays, c'est ça, on va dire, proches de la France. Ça valide un certain niveau de compétence en fait, voilà, qui est homogène pour tout le monde. Eh ben, on arrive à la fin de la vidéo, alors est-ce que tu peux faire un petit résumé, on va dire de 1 ou 2 minutes simplement sur la démarche et puis savoir quoi faire, avec qui? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en amont, et comme l'a dit Guillaume aussi, l'idée c'est déjà de bien penser à votre projet professionnel. Avant de penser à un organisme, c'est déjà vous, savoir ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, bien comprendre les tenants, les aboutissants, les contraintes de ce parcours professionnel ou de cette reconversion professionnelle. Et ensuite, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pousser une porte. Alors, pousser la porte du conseil en évolution professionnelle, oui. Si vous êtes salarié, ça peut être aussi pousser la porte de votre entreprise, de votre directeur, de vos ressources humaines pour savoir ce qu'ils peuvent proposer, eux, en interne. Et puis, si vous ne savez pas, mais vous vous souvenez de cette vidéo, eh ben, vous appelez le Greta ou Guillaume. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est voilà, une fois que vous avez bien mûri les choses, c'est de prendre un contact pour qu'on puisse continuer à vous orienter et en tout cas qu'on ne vous fasse pas perdre de temps sur le parcours. Voilà, et peut-être, qui sait, on se reverra sur une formation ici, donc au lycée du bâtiment, pour ceux qui seront en menuiserie. Donc n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir en tout cas que l'équipe de Graines de Copeaux vous accueillera ici dans les locaux. Eh bien écoute, merci beaucoup Corinne pour toutes les explications, parce que c'est vrai que vous le voyez hein, dans la chaîne, quand ça me dépasse un petit peu, j'essaie de faire intervenir des personnes extérieures qui sont spécialisées dans le domaine. Et là, on a bien pu avoir beaucoup d'éléments. En tout cas, j'espère que ça aura permis de répondre à vos questions et puis de nous avoir expliqué exactement les démarches très objectivement à faire et à mettre en place pour la reconversion. Comme tu l'as dit, vous allez pouvoir retrouver tous les éléments également dans le lien de la vidéo. Il suffit juste de cliquer sur description, il y a une petite flèche, ça va dérouler le menu et vous allez avoir tous les liens des différents organismes qu'on a parlé dans la vidéo. Vous pourrez retrouver aussi les coordonnées du Greta Lorraine Nord pour ceux qui sont ici, mais on mettra aussi un lien sur le Greta en général si vous n'êtes pas de la région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi également à les poser en commentaire. J'y répondrai personnellement, notamment si vous avez encore des questions sur votre projet. Je sais que j'ai déjà parlé à beaucoup de monde sur le projet de réorientation. C'est actuellement très tendance, ou en tout cas il y a un grand besoin dans ce domaine-là. Et enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, ça m'encourage vraiment quotidiennement à vous proposer toujours plus de contenu. En attendant, je vous souhaite une bonne réflexion. Et si vous êtes déjà en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes déjà sur le bon chemin. Donc poursuivez. Et je finirai par citer une petite phrase. Tout est possible, à condition d'y croire et de s'en donner les moyens. Pour ma part, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt. Au revoir à tous.